un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête sur une île inventée, sortie de notre tête, tout aux couleurs de l'été. Un jour, quand tu viendras, un jour, ne tarde pas. Un jour, nous serons là. Un jour, quand tu viendras. Un jour, quand tu viendras. Il y a une ambiance sensationnelle ce matin à l'exposition universelle de Montréal, ici à la place d'accueil. Raison bien simple, il est 9h40, depuis 10 minutes cette exposition est ouverte au grand public. Le plus grand public qui depuis 2 ans et demi déjà en entendait parler, avait hâte d'y venir. Et puis il est là maintenant avec son passeport tout neuf qui brandit fièrement aux barrières derrière. Belle ambiance aussi parce qu'il fait beau, il y a un soleil magnifique, le ciel est bleu, les drapeaux de tous les pays qui sont représentés à l'exposition flottent au vent. Et après tout, pendant 6 mois, les Montréalais, les gens du monde pourront venir à l'exposition de Montréal. Et nous, au cours de la prochaine heure, nous voulons vous faire vivre cette exposition. Nous avons quadrillé l'exposition, pour ainsi dire. Nous sommes 4 journalistes de Radio-Canada et à Caméra 67. Eh bien, nous voulons vous faire vivre les aspects de cette exposition qui nous ont frappés. C'est donc une émission un peu impressionniste, si je puis dire. Alors, ces journalistes sont James Bamber, qui vous présentera les pavillons. Et dans ces pavillons, enfin, des éléments exotiques, de quoi charmer, faire rêver les visiteurs de l'expo. Michel Gaudet, lui, sera à La Ronde. La Ronde, c'est un merveilleux parc d'amusement. Guy Lamarche vous montrera tous les moyens de locomotion sur cette expo et nous démontrera si il fonctionne bien, si on circule bien quand il y a 250, 300 ou 350 000 visiteurs qui, en une journée, se retrouvent ici sur les îles. Et puis moi, de mon côté, je verrai ces visiteurs, je m'entretiendrai avec eux, je recueillerai leurs témoignages, et c'est un petit peu tout ça donc que nous vous présentons au cours de la prochaine heure. « 250, 300 000 personnes, c'était les chiffres de vendredi matin. Ça ne veut plus rien dire. Ils sont venus. Oui, les visiteurs sont venus. Ils étaient 1 600 000. Et en 3 jours, c'est comme si Montréal s'était vidé de toute sa population. Et c'était peut-être plus au fond. Par exemple, dimanche, les compteurs de l'expo indiquaient 395 000 entrées et 569 000 sorties. On a beau être au siècle de la cybernétique, mais tout ça c'est secondaire, dit-on à l'expo. Ce qui compte, c'est d'être prêt, et on était prêt. Témoin l'enthousiasme des visiteurs, leur fierté. Ah, disait-il, on a été capable. C'est enfoncé maintenant le parc Belmont, Coney Island, Flushing Meadows. Mais d'où venaient-ils ces visiteurs qui se pressaient aux portes vendredi matin? D'où venez-vous? I don't speak any French. Where are you from? From Santa Monica, California. Terre des hommes, qu'est-ce que ça vous dit? Je vais faire mon mieux possible. Bon. J'ai viens ici parce que j'ai pensé qu'il y a plusieurs de monde après-midi, puis ce soir. Puis je veux voir premièrement les édifices. Elles sont magnificentes. Qu'est-ce que ça te dit, toi, le thème de l'exposition, la Terre des Hommes, ou en anglais, Man and His World? Qu'est-ce que ça représente pour toi, Terre des Hommes? Ça représente qu'est-ce que tout on a déjà fait, tout l'homme a fait. Et quel pavillon veux-tu voir, surtout, à l'expo? Le pavillon de la Russie. Moi, personnellement, c'est le pavillon du Canada, il est immense. Terre des Hommes, qu'est-ce que ça vous dit, madame? C'est quelque chose d'extraordinaire, la rencontre de toutes les nations, de l'amitié, c'est merveilleux. Parce que je veux voir l'excitement. Puis j'ai attendu presque 4 ans. C'est suffisant. Expo Express, les 2 côtés de la plateforme, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, les 2 côtés de la plateforme.
C'est bien organisé, on est heureux, enfin, on est à l'expo, et puis on s'y lance. Alors on prend d'assaut les moyens de transport. Ces moyens de transport, ils sont en nombre considérable à l'exposition. Et c'est précisément notre camarade Guy Lamarche et son équipe de caméramans et de preneurs de son qui s'est chargé de vous les décrire. Alors, Lamarche et ses camarades n'ont pas hésité à s'élancer bravement en hélicoptère, à faire plusieurs balades au-dessus des îles, Notre-Dame, Sainte-Hélène et l'île La Ronde, et puis à étudier justement tous ces moyens de transport qu'elle est, de l'overcraft au mini-rail. Il y en a plusieurs et je laisserai à Guy Lamarche le soin de vous expliquer tout ça. Cependant, cette balade en hélicoptère devait être intéressante, n'est-ce pas, Guy? Oui, mais pendant que nous nous baladions en hélicoptère, c'est sous terre que se produisait l'événement principal. C'est-à-dire que le métro de Montréal était envahi par les citoyens, sans doute surtout les Montréalais. On dit même que les gens qui venaient d'aussi loin que Sainte-Adèle laissaient leur auto à la station Henri Bourassa pour prendre le métro. Si bien que le métro a été envahi, a subi une plus dure épreuve que celle du lendemain de son inauguration. Alors on voit ici les foules qui se pressent dans le métro. Il est arrivé des incidents. Par exemple, on a découvert qu'il était urgent pour la sécurité des gens, à deux moments dans la journée de dimanche, de fermer le métro, de fermer carrément les portes du métro, afin de laisser s'écouler ce flot, cette masse humaine qui se dirigeait vers l'île Sainte-Hélène. Il y aurait peut-être une amélioration à apporter au système, alors. Je crois qu'on y voit et que ça réussira. Montréal est prête pour l'expo. Montréal, dont un urbaniste américain vient de dire que c'est le meilleur pavillon de l'expo. Les routes, comme on sait, nous ont été données par la venue de l'expo et de tous les moyens de transport viendront ici des millions de personnes. Dimanche, pour la première fois, s'emplissait le parc Victoria, qui, on le sait, contient 12 000 autos. Mais encore là, c'était probablement des visiteurs de l'extérieur, car les Montréalais savaient qu'il fallait venir par d'autres moyens. Beaucoup d'étudiants américains sont venus par ces autobus. J'en ai vu plusieurs à la frontière, passer à la frontière jeudi. Et vous savez qu'ils étaient là très tôt, vendredi matin. Moi, j'en comptais 1 sur 3 qui passaient les barrières. Des Américains qui venaient de très loin. Une chose assez rare, on a les piétons nombreux sur le pont Jacques-Cartier. Une chose que moi je faisais quand j'avais 12 ans, mais que je ne croyais pas voir les adultes refaire en si grand nombre à Montréal. Bien, il y a plusieurs façons d'arriver à l'expo. Il y a au bout de la ronde l'héliport, qui est une concession à une compagnie privée qui aura 8 hélicoptères, qui fera la navette à Montréal, à Dorval. Des gens de New York arrivent à un aéroport, un aérogare privé aménagé à Saint-Hubert pour les fins de l'expo. Et on peut venir en bateau à l'expo. C'est magnifique. Le Commodore Lavigne nous a dit qu'il attendait 6000 bateaux. Et ces bateaux doivent tous avoir feu et lieu. L'aéroglisseur qui glisse sur l'eau, mais on dit aéro parce qu'il glisse sur un coussin d'air, très rapide, très commode. Il fait pas la navette qui va à l'île Charon, à la jetée Macaille. Et un petit bac qui amène les gens de Longueuil sur un terrain de stationnement. On sait que les autorités de la Commission de transport de Montréal ont recommandé aux gens de prendre l'autobus dimanche parce que le métro était bondé. Eh bien, déjà, très tôt, comme on voit ici, dimanche, les gens arrivaient en autobus en très grand nombre. Et c'est à la place d'accueil qu'on s'engouffre au-dessous pour prendre l'Expo Express. Vraiment le nerf de l'Expo. Sans l'Expo Alors qu'est-ce que Express. c'est au juste l'Expo Express? C'est un train, un métro à ciel ouvert, gratuit, sans lequel il ne pourrait pas y avoir d'Expo.
car il franchit quand même de la cité du Havre les deux grandes îles pour revenir vers le sud, pour se rendre à la Ronde. Et les gens y entrent et en sortent sans arrêt. Dimanche après-midi, bien sûr, il y a eu quelques accrochages parce que les gens ne sont pas encore disciplinés à l'expo. Ceux qui veulent sortir rencontrent un mur de gens qui veulent entrer. Mais apparemment, c'était tout un entraînement d'ailleurs très neuf. On ne répète pas les expositions internationales et les gens de la sécurité de l'expo s'entraînent déjà à assurer un meilleur flot des gens. Qu'est-ce qui adviendra de ces trains après l'exposition? Je crois qu'ils s'en vont au Japon, pour une ville. Je ne sais pas. Mais il y aura Expo 70 au Japon. Je ne crois pas qu'ils servent à Expo 70. Bon. C'est une ville qui les a déjà achetés. Bon. Et ici, l'Expo Express, vers le sud, tout à fait au sud des îles, fait une grande courbe pour amener les gens à la Ronde. Et on a quand même remarqué que la majorité des gens qui prennent l'Expo Express à la place d'accueil s'en vont directement à la Ronde. Il semble que ce soit la première chose qu'on va y voir. C'est une balade qui est très agréable et qui est en même temps très spectaculaire. Oui. C'est vraiment, au fond, la meilleure initiation qu'on puisse avoir avec la topographie des îles. Et à l'arrivée à la Ronde, vraiment, là, c'est encore une fois un déversement d'un flot humain qui a hâte de voir la Ronde, qui est déjà averti par la presse qu'elle va y découvrir un monde joyeux et enchanteur. Pour ceux qui veulent voir la Ronde en tout repos, eh bien, il suffit de prendre la balade. La balade, d'ailleurs, qui va jusqu'au bout et qui rejoint l'héliport, qui permet à ceux qui arrivent en hélicoptère de se rendre directement sur le site sans avoir à marcher. D'ailleurs, je pense que le conducteur de ces balades est en même temps un guide. Il y a un micro à la bouche et il explique dans les deux langues aux gens ce qu'ils voient de chaque côté. Cette balade a aussi ceci de commode qu'elle rejoint l'autobus à l'île Sainte-Hélène. Les cyclopousses ne sont pas encore très populaires, mais je pense bien qu'après quelques jours de visite, les gens les prendront pour se rendre d'un pavillon à l'autre, ceux qui auront choisi de visiter très précisément telle chose ou telle chose. Il y en a qui... économique, ça. Oui, il y en a qui préfèrent pousser leurs enfants, mais comme on l'a vu, certains emploient encore la bonne vieille méthode de les prendre sur le dos. Oui. Il y a des canaux qui signalent les deux îles, l'île Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène. Et sur ces canaux, on a des systèmes de locomotion très, très confortables et surtout très rafraîchissants. Sur le bateau Mouche, on est sous la poussière, on n'est pas dérangé. C'est très confortable, très reposant. Probablement la façon la plus agréable de se reposer quand on est fatigué. Puis il y a la gondole aussi. Il y a les gondoles, mais les gondoles à moteur. Ce qui n'est pas un moteur, mais à l'électricité, c'est le mini-rail. Ça, c'est le mini-rail à circuit fermé de la Ronde. C'est très joli, mais très court. Passer au-dessus du lac des Dauphins, eh bien, il y a le téléphérique. Mais le plus populaire des moyens de transport, le clou de la journée d'ouverture en tout cas, et des jours qui ont suivi, c'est le monorail bleu. Celui qui fait le tour des deux grandes îles, le tour de presque tous les pavillons. C'est une des grandes attractions de l'expo, c'est ça, c'est le gadget numéro 1.
Le mini-rail a été si populaire dimanche que les préposés ont dû supplier les gens de ne faire qu'un tour. Et en fin d'après-midi, on disait aux gens de bien vouloir quitter le mini-rail après un demi-tour seulement. Et je crois, enfin, M. Chat a dit qu'il y aurait probablement un système de billets de couleur qui forceront les gens à ne pas faire plus qu'un tour. Alors, les gens vraiment étaient tentés de passer la journée. Est-ce qu'on ne paye pas à chaque station? Non, on donne 25 sous et on peut passer la journée. Enfin, on pouvait jusqu'à maintenant, mais je crois qu'on trouvera le moyen. C'est précisément ce qui va changer, oui. Le mini-rail nous amène dans certains pavillons, nous amène sur l'eau autour des pavillons du Québec et de France. On voit ici se réfléchir dans le pavillon du Québec. Est-ce que la protection est assurée pour les passagers, pour les enfants par exemple? Ça me semble pas très sûr, cette petite barrière. J'avoue que je ne suis ni ingénieur ni technicien, mais il m'a semblé que vous êtes confiant? Oui. Après un tour complet en circonvolution et toutes sortes de rondeurs, le mini-rail, tout à coup, s'avance carrément vers le pavillon américain en passant sur la passerelle du Cosmos pour aller cette fois sur l'île Sainte-Hélène. Là, comme on le voit, le mini-rail passe carrément à travers cette énorme boule qu'est le pavillon américain. Si bien qu'on peut à peu près visiter toute l'exposition sans quitter le mini-rail. On voit beaucoup de choses. Évidemment, on n'entre pas dans les pavillons. Bien sûr, oui. Bah, sauf celui-là. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir un expo, moi je trouve. Vous savez pourquoi? Séquence numéro 2, celle de James Bamber, qui lui s'est imposé la tâche de traverser avec une vitesse fulgurante tous les pavillons de l'île Notre-Dame. Il cueillait des instantanés, il captait les divers éléments d'intérêt de ces pavillons. En passant, la présence de la caméra et du son distrait toujours les enfants. La preuve, c'est qu'il les attirait partout sur son passage. C'était pour les enfants une source supplémentaire d'émerveillement. Alors du Japon à l'URSS, en passant par la Thaïlande, le Mexique, c'était vraiment la terre des hommes qu'a vécu James Bamber et dont il va nous parler maintenant. Mais tout ça commence par le pavillon américain. Du reste, ce pavillon américain, James Bamber, est un des plus beaux à l'extérieur, en tout cas, c'est du moins ce que l'on en dit. Et au fond, comment est-il apprécié? D'un côté, vous avez les visiteurs qui disent que cette bulle de M. Fowler, l'architecte philosophe, est une tête vide. De l'autre, vous avez ceux qui vantent sa sobriété, sa légèreté et aussi une certaine audace. Mais tout le monde s'entend pour dire que la bulle américaine, vue de l'extérieur, est un des hauts lieux de l'expo. On peut toujours visiter le pavillon américain, mais en mini-rail, mais on se priverait à ce moment-là du plaisir de voir les capsules américaines, des vraies celles-là, qui ont reçu le baptême de l'air. Ce sont les Apollo, celles-là? Justement, oui. Alors, quelle est la réaction des visiteurs au cours de leur visite du pavillon américain? Un peu celle de pèlerins dans une basilique. Ils sont calmes, ils sont dignes et ils parlent très bas.
Il y a dans ce pavillon américain d'immenses photos d'acteurs américains. Il y a, je crois, Jean Harlow, Clark Gable. C'est ce que les gens aiment le moins, je crois. Ben, je pense que oui. Au fond, c'est du connu, ça. Et quand on veut visiter une exposition, on peut un petit peu se dépayser. C'est partie de notre folklore. Puis alors, en sortant du pavillon américain, ben, il y a, comme on disait tout à l'heure, ce très grand pont du Cosmos. Et on n'a qu'à l'emprunter pour se trouver presque en territoire soviétique. Et le changement d'atmosphère est marqué ben, dès qu'on aperçoit la faucille Marteau. Oui, il est peut-être surtout marqué le plus pour les visiteurs américains à qui on a dit dans les textes publicitaires que la Russie construisait quelque chose de fantastique à 45 000 de leurs frontières. Et à l'intérieur du pavillon, James Bamber, est-ce qu'il y a la même réserve, enfin ce même recueillement dont vous parliez tout à l'heure, que celui que l'on sent chez les Américains? Non, pas du tout. D'abord, c'est très très bruyant. Et dans le pavillon américain, on devait suivre le même trajet que tout le monde. Chez les Russes, cependant, on peut se disperser aux quatre coins de l'immense pavillon. Autant le pavillon américain pouvait sembler vide par rapport à l'espace qu'il occupe, autant le pavillon russe, lui, est rempli de gauche à droite, de l'avant à l'arrière et de haut en bas. Ce qui frappe un petit peu aussi quand on se promène dans le pavillon soviétique, c'est de voir tous ces textes où l'on vante les réalisations du régime soviétique dans tous les domaines d'éducation. Enfin, ils sont très fiers de ces réalisations. On parle par exemple d'un alphabétisme qui régnait dans le pays à l'époque de la Révolution, ce qui est révolu maintenant. À ce point que certains parlent de propagande. Bah, vous savez qu'une exposition universelle, c'est toujours un peu matière à propagande, quel que soit le pays qui expose. Dites-moi, est-ce que c'est une paysanne russe, tout échappée des steppes de la Sibérie qu'on voit sur l'écran maintenant? On dirait bien, mais non, c'est une chicoutimienne. Les gens de Chicoutimi sont venus à l'expo en fin de semaine, habillés du costume de leur carnaval de 1867. Ils sont venus en bateau. Pas dans celui-là, tout de même. Non, sûrement pas. Ben ça, c'est, je crois, le grand arbre stylisé du pavillon canadien. Et là, on ne peut pas se tromper. C'est le RCMP. C'est clair. Il semble que le pavillon canadien ait été assez lent à démarrer, du moins pour les 2 premiers jours, c'est-à-dire assez lent à attirer les gens. Mais hier, il y avait une longue file qui attendait pour y entrer. C'est un peu comme devant le pavillon américain et devant le pavillon russe. On reproche un peu au pavillon canadien le caractère abstrait de ces éléments d'exposition. Je pense qu'il y a des journaux, par exemple le New York Times, qui disait que le pavillon canadien, enfin tout au moins la partie canadienne de l'exposition, était en soi une exposition, je crois. Et le même journal, le New York Times, disait que le pavillon du Québec, qu'il est pour l'exposition 1967, ce que le pavillon de Barcelone, dessiné par Van der Rohe, a été pour l'exposition de Barcelone de 1929, c'est-à-dire une conception qui est de nature à influencer l'architecture à venir. Le pavillon du Québec, lorsque vous le voyez de l'extérieur, est l'un vraiment des plus beaux à voir, des plus reposants à voir. Il est extraordinaire avec ces grandes glaces de verre dépoli. On a pu apercevoir tout à l'heure très rapidement enfin, la réflexion du pavillon français. Puis à l'intérieur, il y a tous ces mobiles qui tournent. C'est assez impressionnant. C'est peut-être un peu froid, cependant. Peut-être. Certains disent ça, oui. Je ne vous demande pas d'être de mon avis. Il y a quelque chose que la caméra n'a pas pu montrer parce qu'il s'était trop sombre, c'est les élévateurs, où on passe par différentes saisons et où on entend une très belle musique.
Et au fond, là, c'est le pavillon de la province de l'Ontario, je crois. De l'Ontario, oui, qui fait un peu penser au pavillon allemand à cause de sa toiture. Est-ce que vous pensez que tous ces pavillons, on puisse les voir en 3 ou 4 jours? C'est une question qui nous a été posée assez fréquemment depuis quelques temps. Est-ce qu'une exposition de Montréal, l'exposition universelle, puisse visiter en 3 ou 4 jours? Eh bien, tout dépend de ce qu'on veut voir, tout dépend de la curiosité de chacun et aussi de l'endurance de chacun. On peut visiter, je crois, le pavillon américain en quelques heures parce que, semble-t-il, il est conçu pour ça. Quant au pavillon russe et canadien, pour les bien voir, il faudra y passer peut-être une bonne journée. Ça, ce sont les mariachis de Mexico. Cuando será domingo, cielito lindo para volver. Ay, 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 ay. Yo bien quisiera que... Y este es puro México. Toda la semana, domingo fuera. Ay, 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 ay. ¡Hola! Ouais, même si le vent qui soufflait sur les îles était un petit peu frisquet, surtout vendredi et samedi, ça n'empêche pas que les mariachis mettaient beaucoup de cœur dans leur interprétation et puis réchauffaient singulièrement l'atmosphère. Mariachis, eh bien, ce sont les musiciens de Mexico, c'est le folklore de Mexico. Pour ceux qui voudraient se reposer en voyant des choses un peu plus petites que les grands pavillons, eh bien, il y a les pavillons des petits pays, l'Islande, la Finlande, Haïti, Cuba, le Koweït, la Corée. Et il y a aussi Formose qui, en l'absence de la Chine continentale, s'affiche comme la République populaire de Chine. Excusez-moi, comme la République de Chine. Ces petits pavillons sont parmi ceux où l'on rencontre le plus de monde qui attendent pour y entrer. Je comprends, on est en plein exotisme à ce moment-là. Celui-là, par exemple, quel est-il? C'est une pagode du XVIIIe siècle. On dirait, à voir les gens qui veulent y aller, que la foule est bouddhique. Mais bouddhique ou pas, enfin, la foule vaque tout de même à ses occupations, qui peuvent être par exemple d'étudier le plan de l'île Notre-Dame ou de se reposer, car au fond, il faut l'avouer, l'exposition universelle, ça peut être éreintant. Voilà des gens qui sont arrivés tôt le matin. Et c'est le pavillon de la Tchécoslovaquie. Le pavillon de la Tchécoslovaquie, lui, n'est pas un petit pavillon. Il est même l'un des plus coûteux de l'expo. Il a coûté 10 millions de dollars. Mais alors pourquoi un pareil investissement de la part d'un pays qui ne passe pas pour être si riche lui-même? Bien, c'est que à l'expo de Bruxelles, la Tchécoslovaquie avait remporté en tout 172 prix, dont le prix du meilleur pavillon. Ceux qui, à l'expo, voudront voir des travaux de verre n'auront qu'à s'adresser au pavillon de la Tchécoslovaquie. Un pavillon thématique.
délaissés un peu les 2 premiers jours, peut-être parce que leur extérieur semble jeter une note de sévérité dans l'expo. Les pavillons thématiques sont parmi les plus valables de l'expo. Ils sont au nombre de 6. Le génie créateur de l'homme, l'homme interroge l'univers, l'homme à l'œuvre, l'homme dans la cité, l'homme et la santé, l'homme et l'agriculture. Et voici Habitat. Alors, c'est populaire, Habitat 67. Est-ce qu'on visite beaucoup ces domiciles nouveaux genres? Jusqu'ici, Habitat, c'est assez mal tiré du concours de popularité. Et pourquoi? Eh bien, il faut dire que la majorité des visiteurs arrivent à l'expo par le métro sur l'île Sainte-Hélène, c'est-à-dire loin d'Habitat. Il faut dire aussi que lorsqu'on a passé une journée au centre de l'expo, il reste assez peu d'énergie pour se rendre jusqu'à Habitat. Ça doit pourtant pas être désagréable de s'y reposer un petit peu, en juger par ces images. C'est peut-être un des endroits les plus reposants de l'expo. Vous y êtes allé? Bien sûr. Il y a ceux qui arrivent par la place d'accueil qui pourraient visiter facilement Habitat, mais ils sont peut-être trop pressés de se rendre au cœur même de l'expo pour s'y arrêter. Nous sommes revenus au centre même de l'expo. Et voici le pavillon français. Après le pavillon américain et le pavillon russe, il semble que le pavillon français soit le plus populaire. Vous y avez mangé au pavillon français, James Bamber? Non, il semble que sa cuisine soit si courue que non seulement je n'y ai pas mangé, mais j'ai encore rencontré personne qui ait réussi à entrer dans un de ses restaurants. Les visiteurs américains qui sortent du pavillon français ont un mot pour le juger. Ils disent « sophisticated », très sophistiqué. C'est vrai que le pavillon français a beaucoup de panache. Et est-ce que celui de la Grande-Bretagne en a autant? Il est sophistiqué aussi. Il semble plus solide, plus mâle. Son constructeur l'a appelé une île sur une île pour bien exprimer le caractère, l'esprit britannique. L'Union Jack que nous avons vu tout à l'heure veut dire... L'Union Jack non fini veut dire que l'Angleterre n'a pas fini de donner au monde, toujours selon le constructeur du pavillon. M'est-il permis d'ajouter que les hôtesses portent les mini-jupes au pavillon d'Angleterre? Enfin, là, c'est le Japon qu'on vient de voir. Qui nous sont familières du Japon. Et qui se passent des commentaires. Oui, les geisha girls. C'est le symbole même de l'hospitalité. Il faut également, vous savez, voir l'expo en soirée. Mais alors, en soirée, il faudrait peut-être se préparer à se faire beaucoup bousculer par la foule, parce qu'il semble que la foule soit plus nombreuse en soirée que, du moins, qu'au début de l'après-midi. Justement, est-ce qu'on ne devrait pas reculer un petit peu l'heure de fermeture des pavillons? C'est 9h30 maintenant, je crois. Actuellement, c'est 9h30, mais il semble que beaucoup de gens souhaitent que ce soit 10h30 pour permettre à ceux qui travaillent le jour et qui veulent visiter le soir de s'y rendre. Dans ce pays de fable, entre deux océans, on fait à chaque table une place qui t'attend. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces.
Michel Gaudet, présentation film sur la ronde devant le Girotron. Parfait. Ben voilà, oui, c'est Michel Gaudet qui est devant le Girotron. Girotron, c'est un nom qui est tout à fait nouveau dans le vocabulaire des Montréalais. Et puis Gaudet, lui, de son côté, ben, pendant 4 jours, s'est promené dans cette ronde. Il a tourné. Il a vu l'Antre du Diable, il a vu la Grande Hermine, qui est une réplique du bateau de Jacques Cartier. Les Montréalais, les Monctoniens, comme Gaudet, sont initiés aux terrasses de café, à la chaude atmosphère des pubs anglais. Mais à côté de ces pubs anglais, malheureusement, il y a les inévitables stands de frites. Je dis malheureusement, je devrais peut-être pas, parce qu'au fond, c'est là où on trouve à manger pour pas cher, c'est certain, n'est-ce pas, Gaudet? Eh bien oui, la ronde, secteur de divertissement de l'Expo 67, les téléspectateurs verront la ronde le jour, la ronde la nuit, avec ses enfants, ses adolescents, ses hommes et ses animaux. Il faudrait d'abord dire que la ronde, qui couvre environ 135 acres de terrain, est aménagée à l'extrémité nord-est de l'île Sainte-Hélène. On peut donc s'y amuser sans déranger pour autant le sérieux des pavillons dont nous parlait M. Bambert. Le site et la conception même de la ronde ont, pour ainsi dire, un double but. D'abord créer une zone de divertissement qui contraste avec les autres aspects de l'expo de caractère nettement éducatif, et ensuite, assez important, constituer un centre récréatif familial pour la ville de Montréal et ses visiteurs. Évidemment, la ronde compte ses manèges, elle en compte environ 25. Et comme en témoignent les images, voilà un parc Belmont du XXe siècle. La ronde est le seul secteur de l'expo à posséder justement son téléphérique. Il est tombé en panne pendant les 2 premiers jours de l'expo. Même des gens y ont passé plusieurs heures sans pouvoir y descendre et en sortir. Nous vous demandons de faire visiter à vos enfants le royaume des petits. Soyez assurés que nous avons des hommes compétents pour voir à leur sécurité. La publicité de l'expo affirme que le monde des petits, que nous allons voir dans quelques instants, ce monde des petits, le voici, ce monde des petits pourrait avoir été inventé par des moins de 9 ans. Tout ce monde des petits est dominé par l'idée de voyage. D'abord, voyage dans une bagnole du début du siècle. Voyage également dans les autos, les autobus, les motocyclettes d'un petit carrousel pour enfants. Et l'idée de voyage dans le monde des petits se poursuit, comme en témoignent les images. Voyage sur l'eau, dans des baquets munis d'un voile. C'est évidemment la navigation
à la voile pour les tout petits à l'Expo. Voyage dans une locomotive du siècle dernier et justement il est à souligner que tous ces véhicules se baladent dans un décor de petites montagnes, ruisseaux, petites forêts, ainsi de suite. Malgré le merveilleux de tout ce qui l'entoure, voilà un petit bonhomme qui préfère quand même s'amuser avec la terre des hommes. Mais tout au bout de la ronde, aux confins de la terre des hommes, près de 200 animaux sauvages et mi-domestiques se meuvent dans un décor qui se veut africain. Bandes sonores et haut-parleurs bien camouflés s'ajoutent au rugissement des bêtes. Et voilà un spectacle assez inusité, un tigre et une lionne qui s'amusent ensemble. Voilà les spectateurs au safari de la Ronde. C'est par un tour de grande roue que s'effectue le changement d'ambiance, le passage discret du jour à la nuit. Et c'est alors que la ronde s'illumine et les gens commencent à danser jazz et quadrille, comme vous allez le constater.
Kadri, dites-vous, est-ce que les visiteurs de l'expo sont invités à participer à ces danses? Justement, plusieurs visiteurs, justement après la prise de ces images, se sont mêlés aux danseurs et ont dansé pendant un certain temps. Ces danses folkloriques du Québec tiennent lieu tout près de la Grande Hermine que l'on voit en arrière-plan, au centre du village québécois. Oui. Et que l'on peut visiter, cette Grande Hermine. Qui a causé tout un émoi entre Québec et Gaspé, justement. Et puis alors, elle est située, la Grande Hermine, tout en face d'une boîte. C'est l'antre du diable dont je parlais dans la présentation de votre séquence. Et cet antre du diable est une boîte à chansons, je crois. Oui, il y en a plusieurs. Il y a au moins 3 boîtes à chansons à la ronde même, sans compter évidemment les bars, les cafés dansants, ainsi de suite. Est-ce que c'est cher, la ronde? Par exemple, est-ce qu'avec 5 $, on peut y passer une soirée et s'amuser? Avec 5 $, je dirais que non. Non. Le coût des consommations est assez élevé. Le coût des repas, même quelques exemples, un hamburger coûte 65 sous, 60 sous. Et évidemment, ces spectacles... Le spectacle, à l'entrée du diable, un magicien. Justement, Pierre Nadeau, comme vous l'avez souligné, les pavillons ferment leurs portes à 9h30 et c'est naturellement vers la ronde que se dirigent les visiteurs de l'expo. Et ceux qui le veulent bien peuvent y rester jusqu'à 2h30 du matin. Ils y trouveront bar, club, boîte à chansons, comme nous l'avons souligné, café dansant et restaurant. Sans oublier, évidemment, les manèges, qui continuent frénétiquement de promener les gens de gauche à droite et de bas en haut. Vous avez remarqué si la population, si on peut m'exprimer ainsi, de ces manèges est adulte ou elle est enfantine? Est-ce que, par exemple, on voit plusieurs adultes qui montent dans ces manèges, dont certains d'entre eux sont assez violents, je crois? Le jour, les enfants, surtout, avec des adultes, mais évidemment, après 9h30 le soir, les adultes, surtout dans les manèges. Voilà quelques images dans un restaurant, un des restaurants des pays étrangers, c'est le restaurant tchécoslovaque, avec musique d'Igane. Et voilà évidemment les manèges, la nuit, la musique dans les rues près des manèges et évidemment tous les soirs se termine la journée à la ronde avec les feux d'artifice.
jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête. Vous avez passé la journée à l'Expo. Qu'est-ce que vous en pensez? Extraordinaire. Oui? Franchement, là. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Tout. Nous sommes montés dans le mini-rail et nous avons visité une partie du pavillon allemand. Après, nous sommes allés vers la Ronde où nous avons visité le village canadien. Moi, c'est le village. Le village canadien? Comme il s'appelle, là, le village. Oh, pour le peu que nous avons vu, moi, ça m'a impressionné. Beaucoup. Vous avez des passeports ou vous payez chaque fois? Vos impressions, quelles sont-elles? Elles sont excellentes puisque c'est extrêmement bien organisé. Nous avons du beau temps. Et puis les pavillons sont extrêmement bien à l'intérieur également. Qu'est-ce qui vous frappe surtout après 2 jours de visite? Les transports, d'une part, qui sont très bien aussi. Oui. Et puis l'ampleur de l'exposition. Tout me frappe. Enfin, c'est l'ensemble qui me frappe. Hein. Quand on pense à toute l'organisation que ça représente, le personne qui avait tout ça dans sa tête, il y a un génie, je dirais pas créateur, mais organisateur, au fond, ça me renverse. J'ai visité le pavillon russe. C'est celui auquel j'ai consacré le plus de temps aujourd'hui. J'ai passé à peu près 1h30 dans le pavillon russe. Qu'en pensez-vous? Je suis... écoutez... continuent comme ça, puis ils vont faire des communistes avec tout le monde. Je dis pas dans le sens péjoratif du mot, mais ils sont remplaçants. Avez-vous une critique à formuler, par exemple? Non. Voilà, on n'a pas assez vu. Le prix, ainsi de suite, non? Pas du tout, non. Tout se passe bien. Peut-être des fois, comment je dirais bien ça? Les indications pour prendre telle affaire ou aller telle place, c'est peut-être pas tellement écrit. Terre des hommes, qu'est-ce que ça vous dit? Ben, c'est merveilleux. Ça a l'air... ça renseigne beaucoup. J'ai bien aimé ça. Vous? C'est une bonne affaire. Ah oui, nous avons, disons, de toutes les nations à peu près. Là, quand on allait dans, disons, dans le pavillon de l'Italie, on voyait des Italiens, on entendait parler. Dans les autres pavillons, c'était le même genre. Terre des hommes, c'est du livre d'Antoine de Saint-Exupéry. 2 heures. Qu'est-ce que vous avez vu depuis 2 heures? Franchement, il y en a tellement à voir, c'est embêtant. J'ai juste fait le tour général, là, puis je me propose de voir chaque pavillon. Vous êtes de Montréal? Oui, c'est ça. Vous avez un passeport? Oui. Donc vous allez revenir en fait, pendant 6 certainement, mois. avec plaisir. Mais parmi tous les pavillons de l'Expo, lequel vous intéresse le plus? La Chine. La Chine? Oui. Taïwan? Oui, c'est ça. Pourquoi la Chine? Oh, je sais pas. Vous avez un petit air chinois, pour ça? Peut-être. Qu'est-ce qu'on vous demande surtout? On peut pas dire ça à la radio. Pourquoi? D'abord, c'est la télévision. Mais pourquoi? Où se trouve le pavillon des brasseries? Des brasseries? Des brasseries, oui. Le restaurant, la nourriture avec la bière. Je m'est arrivé ce matin, oui. J'ai rencontré un Américain. Oui. Enfin. Et alors, quelle attitude adoptez-vous à ce moment-là? Ben, disons que la première question qu'il nous pose à ce moment-là, c'est le numéro de téléphone privé. Est-ce que vous le donnez? Je souris gentiment et ils comprennent que je ne suis pas tellement intéressée. Mais ça dépend de l'Américain ou c'est un principe rigide? Non, ça ne dépend pas de l'Américain, pas du tout. Ça dépend de l'individu. Non, mais enfin, je pense que si on donnait notre numéro privé assez souvent, on n'aurait plus de vie libre, quoi. Mais les hôtesses n'auront pas de vie libre, justement. Elles ne seront pas tranquilles au cours de ces 6 mois d'exposition. Elles devront absorber les inévitables revendications des visiteurs. Et c'est déjà commencé, mais ce sont des inconvénients mineurs. On dit, par exemple, que l'expo, c'est beau, mais c'est cher. Alors, à l'expo, on répond que dorénavant, les commerçants seront tenus d'afficher clairement leur prix. Eh bien, il y a bien quelques poussières dans les rouages, mais ça n'est que normal. L'expo, après 4 jours, c'est comme une voiture qui sort de la chaîne de montage et qu'on force à rouler à 100 000 à l'heure. Mais les soupapes tiennent bon, et tiendront, croyons-nous.
te ferons la fête sur une île inventée, sortie de notre tête, tout aux couleurs de l'été. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces.